Vous écoutez RFI, les 6h30 à Paris et à Lusaka, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Les bureaux de vote sont maintenant ouverts en Zambie. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour des élections générales et un changement de constitution. Ils vont choisir notamment leur président. Le scrutin s'annonce serré entre les deux principaux candidats, le sortant Edgar Lungu et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema, après une campagne marquée par des violences. En République démocratique du Congo, c'est au tour de l'Église catholique, des évêques, de tenter de discuter avec les différentes personnalités politiques pour essayer de lancer un dialogue national en vue de l'organisation des élections. Le facilitateur Edem Kojo affirme quant à lui qu'il est légitime, qu'il ne démissionnera pas, même si certains opposants l'ont récusé. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous irons enfin à Madagascar où plusieurs inspecteurs d'État passent en conseil de discipline pour avoir divulgué un document compromettant pour le Premier ministre actuel. C'est donc une journée de vote aujourd'hui en Zambie, élection générale. 7 millions de Zambiens appelés à élire députés, conseillers municipaux, mais aussi donc leur président. Les deux principaux candidats sont le sortant Edgar Lungu et le principal opposant Hakainde Hichilema. Ils étaient arrivés au coude à coude lors du précédent scrutin il y a seulement 1 an et demi, puisque Edgar Lungu avait été choisi pour terminer le mandat de son prédécesseur Michel Sata, décédé en cours de mandat. Cette fois encore, le scrutin s'annonce serré. La campagne a quant à elle été marquée par de violents incidents et des pressions contre l'opposition, selon le politologue zambien Neo Simutani. Le président a le pouvoir d'ordonner à la police de contenir cela, mais il ne le fait pas. Il a échoué ou bien il n'a pas voulu empêcher ces pressions. Et cela m'amène à penser qu'il souhaite que cela continue. Au lieu de faire arrêter les responsables, il a demandé aux gens de prier. Honnêtement, un président est censé aborder les problèmes d'un point de vue concret et pratique. Edgar Lungu n'a pas pris les décisions nécessaires. J'en conclus donc qu'en refusant de régler cette question des pressions, en particulier celles qui viennent de son propre parti, il cautionne le phénomène. L'objectif du parti au pouvoir est d'intimider l'opposition pour que ses militants n'aillent pas voter, qu'ils ne participent pas aux élections. Et à noter que les électeurs zambiens sont aussi appelés à se prononcer sur un changement de la Constitution. Ce vote en Zambie, ces élections générales, elles se tiennent dans un contexte économique difficile à cause de la chute des cours du cuivre, dont le pays est le deuxième producteur du continent africain. Une activité qui a des conséquences sur l'environnement et sur la vie des habitants. 4 villages de Zambie viennent d'ailleurs de saisir la justice britannique contre le géant minier Vedanta, qu'ils accusent de pollution. Anne Kantner. L'entreprise minière Vedanta empoisonne l'eau autour de son usine. Ils sont 1800 habitants des environs de Shingola, au cœur de ce que l'on appelle la ceinture de cuivre en Zambie, à se dire touchés par la pollution. Ils assurent que la société britannique déverse des déchets toxiques dans les rivières. Plusieurs villageois disent avoir perdu des proches, empoisonnés après avoir bu de l'eau, et tous ont subi les mêmes symptômes. L'entreprise Vedanta garantit qu'elle travaille dans des conditions sûres et durables, mais elle est démentie par un rapport d'experts canadiens révélé par le journal britannique The Guardian. Ces experts montrent que le géant minier répand de l'acide sulfurique et d'autres déchets toxiques qui non seulement affectent les rivières, mais imprègnent également les nappes phréatiques. The Guardian a aussi rencontré un scientifique qui a travaillé pendant 15 ans pour une filiale de Vedanta en Zambie. Il fait état de nombreux déversements toxiques et de fuites massives. L'acide est partout, selon lui, et pourrait même causer une véritable catastrophe environnementale. Les autorités zambiennes, de leur côté, ne semblent pas être en mesure de faire respecter la loi, impuissantes devant ces entreprises minières qui exploitent la principale ressource du pays et dont l'économie dépend presque entièrement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies révise sa copie. Son projet de résolution qui prévoit le déploiement de 4000 casques bleus de plus au Soudan du Sud a été formellement rejeté par les autorités sud-soudanaises. Le texte onusien a donc été modifié. Cette nouvelle version prévoit une mission de 4 mois seulement et que cette force travaille avec le gouvernement du Soudan du Sud. Les Nations Unies qui se penchent par ailleurs sur la situation en Éthiopie. L'ONU demande au gouvernement d'Addis Abeba de permettre à des observateurs internationaux de se rendre dans les régions
Oromo et Amara. 2 régions dans lesquelles des manifestations ont eu lieu en fin de semaine dernière. Les forces de l'ordre étaient intervenues. Amnesty International a évoqué le chiffre d'une centaine de morts. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU se dit donc très inquiet. Il souhaite qu'une enquête indépendante soit menée. En République démocratique du Congo, le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila afin d'organiser les prochains scrutins est toujours au point mort. Le facilitateur nommé par l'Union africaine, Edem Kodjo, a été récusé par une partie de l'opposition. Un blocage auquel l'Église catholique va tenter de trouver une solution. La Senko, les évêques de la conférence épiscopale, l'ont rencontré hier avant de se réunir avec des représentants du groupe d'opposition G7. Ils devraient rencontrer aujourd'hui la majorité et d'autres composantes de l'opposition. Après sa réunion avec les évêques, Edem Kodjo a dissipé tout doute, il ne démissionnera pas. Oui, je suis là, je ne suis pas parti, je n'ai pas démissionné et je n'en ai pas l'intention. C'est clair, je n'en ai pas du tout l'intention parce que ceux qui m'ont mandaté m'ont renouvelé leur confiance. Et je reçois tous les jours de larges tranches de la société civile et même de partis politiques qui viennent me renouveler, le corps diplomatique qui viennent me renouveler la confiance. Donc je n'ai pas l'intention de démissionner. Edem Kodjo, nommé facilitateur du dialogue en RDC par l'Union africaine, au micro de Sonia Rollet. On reste en RDC où l'ONG de défense des droits de l'homme Azado critique l'attitude du ministre de la Justice. L'ONG affirme que les mesures d'amnistie adoptées il y a plus de 2 ans, en février 2014, n'ont en fait jamais été appliquées. À Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe. 2 ans après la promulgation de la loi d'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, l'Azado constate que 134 personnes qui devraient en bénéficier croupissent encore dans les 2 prisons de la capitale, Makala et Ndolo. Une détention irrégulière, note l'ONG des droits de l'homme qui, dans un communiqué, accuse l'actuel ministre de la Justice et des droits humains d'afficher une indifférence totale quant au sort de ces personnes. Jean-Claude Katende, le président de l'Azado. Malheureusement, nous constatons qu'il est indifférent, ça ne l'intéresse pas, alors qu'il y a des personnes qui, au terme de la loi, sont bénéficiaires de cette amnistie, qui continuent à traîner en prison, tout simplement parce que les ministres, c'est pas sa préoccupation principale. L'Azado recommande alors au président de la République d'ordonner au ministre de la Justice de prendre un arrêté portant exécution de la loi du 11 février 2014, la loi d'amnistie. Des pressions sont attendues de la communauté internationale pour que tous les bénéficiaires soient libérés. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et par ailleurs, les États-Unis demandent à la RDC le retour d'Ida Sawyer à Kinshasa. La représentante de l'organisation Human Rights Watch a dû quitter le pays mardi soir après 8 années passées à travailler sur place parce que son visa n'a pas été renouvelé. Au Burundi, 2 corps doivent être repêchés dans la rivière Mubarazi depuis plusieurs jours. C'est le journal Iwachu qui a indiqué leur présence dimanche dernier. Les journalistes s'étaient rendus sur place pour enquêter sur la disparition de leur confrère Jean Bigirimana, dont on est sans nouvelles depuis le 22 juillet dernier. Les corps devaient être récupérés hier. L'opération a finalement été repoussée faute de matériel, selon le porte-parole de la police. Elle est censée avoir lieu aujourd'hui. Les affrontements continuaient hier comme la veille dans la région de Kidal, dans le nord du Mali, entre des hommes du Gatia et de la CMA. Le gouvernement malien évoque des pertes en vies humaines, sans toutefois donner de bilan plus précis. Il se dit inquiet de cette reprise des hostilités qu'il condamne. Les autorités demandent aux combattants de cesser les affrontements dans l'intérêt des populations. Le Mali qui votera le 20 novembre prochain pour élire ses maires sur toute l'étendue du territoire, 7 ans après les dernières élections communales, annonce faite hier par Bamako. 3 inspecteurs d'État devant un conseil de discipline cette semaine à Madagascar. Ils sont accusés d'avoir transmis un document à des journaux d'opposition, document qui fait peser des soupçons de détournement de fonds publics sur l'actuel Premier ministre Olivier Mahafal. L'avocat des 3 inspecteurs les défend en disant qu'ils sont sanctionnés pour avoir simplement fait leur travail. Les 3 agents en question demandent maintenant à changer de poste. Le président malgache devra trancher dans les prochains jours. Voulana Razafmanansou. 120 000 €, c'est le montant de la subvention exceptionnelle accordée en 2014 par le ministère de l'Intérieur à la commune rurale d'Ambouy-Mamasne pour réhabiliter un local municipal.
Selon l'extrait du rapport de 3 inspecteurs d'État qui a fuité dans la presse en avril dernier, la somme aurait été virée sur le compte de la mairie avant d'être détournée sur le compte d'un particulier sur ordre de l'actuel Premier ministre Olivier Mafal, à l'époque ministre de l'Intérieur. Lundi, les 3 inspecteurs auteurs du rapport ont été convoqués en conseil de discipline au palais présidentiel. Ils ont été accusés d'avoir failli à leur devoir de réserve en divulguant le document aux médias. Leur avocat nie en bloc. Selon maître Olala, les agents sont sanctionnés pour avoir fait leur travail, tandis que les véritables coupables ne sont pas poursuivis. Les inspecteurs généraux de l'État étaient envoyés en mission. Ils ont trouvé des malversations. La faute de ces personnes, c'est qu'ils ont trouvé des anomalies et c'est d'avoir accompli ce travail, c'est ça leur faute. Les preuves sont là, des fiches de la banque qui confirment exactement que l'argent rentre aujourd'hui le 20, le 21 c'est parti. Jamais jusqu'à maintenant il y avait des contestations sur la véracité des faits qui ont été relatés. Si au moment de la révélation de l'affaire, le Premier ministre avait démenti les accusations à son encontre, il restait hier injoignable par téléphone. Voulan Razafmanansou, Antananarive, RFI. Un mouvement de grève en Afrique du Sud. Des milliers d'ouvriers débraient dans les centrales électriques de l'entreprise publique Eskom malgré une décision de justice qui le leur interdisait. Ils demandent à être mieux payés, à obtenir aussi une allocation logement. Les travailleurs ont manifesté hier devant plusieurs centrales de la province du Mpumalanga. Ils promettent de ne pas reprendre le travail tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Alerte à la crue au Soudan. Les autorités mettent en garde les populations qui habitent près du Nil et leur demandent de rester vigilantes après 2 semaines de pluies torrentielles qui ont fait des dizaines de morts à travers le pays. Le long de la frontière avec l'Éthiopie, le niveau des eaux du Nil bleu est déjà monté. Et puis OCHA indique quant à elle que les pluies ont détruit plus de 13 000 habitations depuis le mois de juin. 6h41 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre l'invité de la rédaction, nous revenons ce matin sur les résultats des élections locales du début du mois en Afrique du Sud et sur le score le plus faible jamais enregistré par le parti au pouvoir, l'ANC. Décryptage de l'analyste Kwaku Kofi, enseignant à l'université de Johannesburg, dans 5 minutes. Et puis le traditionnel coup d'œil aux journaux du continent africain. La revue de presse, ce sera avec Mathieu Auger ce matin et avec à la une aujourd'hui les élections générales qui se tiennent en Zambie. Mais avant tout, c'est le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux. Et le journal des Jeux, c'est un peu le journal d'Inès aujourd'hui. La Tunisienne Inès Boubakri est la première escrimeuse africaine à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Une médaille de bronze qui est aussi la 4e pour l'Afrique à Rio. Éric Chorin. Elle était pourtant très mal partie, Inès Boubakri, menée 3-0, puis 6-1. Elle a entamé une remontée que l'on croyait impossible pour revenir à hauteur de la Russe Aïda Shanaeva avant de passer devant et de la distancer pour s'imposer 15-11. Une très belle fin de journée pour la médaillée de bronze aux Mondiaux 2014 qui avait déjà résisté longtemps en demi à l'Italienne Elisa Di Francesca avant de s'incliner 12-9. Rencontre interrompue plusieurs minutes pour permettre à Inès Boubakri de soulager son dos, d'où un début difficile face à Shanaeva dans le match pour la 3e place avant la délivrance finale. Le tout début, j'étais focalisée sur mon mal de dos, mais après je me suis dit Inès, t'es arrivée jusque-là, tu vas pas lâcher. Là après, ça sert à rien de regretter ou de dire mince, j'aurais pu aller plus loin. Donc je me suis serré les dents, je me suis battue comme une chienne, comme on dit. Et voilà, j'ai réussi. Est-ce que c'est encore plus beau? Est-ce que c'est la plus belle médaille de votre carrière, plus belle que la 3e place mondiale à 15 ans? Bien sûr, c'est les Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir avec les championnats du monde ou les coupes du monde ou gagner les championnats du monde. Pour moi, c'est les Jeux, c'est exceptionnel. Je suis fière et je me suis fait du mal pour cette médaille. Je me suis battue, j'ai travaillé dur. Beaucoup de gens ont essayé de m'arrêter parce que voilà, j'ai gagné ma médaille de bronze et du coup des gens qui disaient elle méritait pas assez. Voilà, là je la mérite cette médaille. Une médaille qui est tout simplement la première d'une Africaine en escrime dans l'histoire des Jeux Olympiques et la première de la Tunisie à Rio. L'autre médaille africaine du jour venant de l'haltérophilie, la très jeune égyptienne Sarah Ahmed, tout juste 18 ans, s'est offert la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 69 kilos. En boxe, Kennedy Saint-Pierre s'est arrêté en quart de finale des moins de 91 kilos face au Kazakh Vassili Levit. Une décision difficile à accepter par le boxeur mauricien qui a eu l'impression de dominer physiquement son adversaire, mais les 3 juges en ont décidé autrement. Moi, j'ai vu que j'ai gagné parce qu'il avait eu des difficultés pour boxer avec moi. Plutôt, c'est un Kazakhstan. Et les Kazakhstans, ils sont durs.
meilleur avec moi. C'était rien du tout. Et j'ai donné tout, mais c'est les choses car j'ai. Et voilà. J'ai bien satisfait de mon combat parce que j'ai donné tout. J'ai bien observé et j'ai bagarré tout ça. Et voilà. Qu'est-ce qui a manqué alors? Il n'y a rien manqué parce que pour faire un combat comme ça avec un Kazakhstan, c'est dur. Mais j'ai fait un joli combat et j'ai bien aimé. Et là, je suis venu, j'ai donné une bonne performance et ça ne va pas s'arrêter là. Ouais, ça va continuer parce que j'ai envie d'avoir d'autres médailles. Même au championnat du monde aussi. Parce que c'est pas difficile d'avoir une médaille. Propos recueillis par Eric Mamrut. En boxe également, le Congolais Forel Malonga Zalamou a été mis KO dès le premier tour par l'Ouzbek Gaïm Nazarov. En judo, chez les moins de 90 kilos, 2 Africains ont franchi le premier tour avant de s'arrêter en 8e de finale. Popol Misonga, le judoka d'origine congolaise qui fait partie de l'équipe des réfugiés à Rio, a été battu par le Sud-Coréen Gwak. Et le Béninois Celtus Dosu Yovo a été immobilisé au sol par le Suédois Naiman. C'était pas mal au début, j'ai bien commencé, mais à la fin, j'ai perdu le premier kata, ce qui a été son avantage. Et il est très bon au sol, ce qui m'a rendu un peu la tâche difficile de m'en sortir. Vraiment, j'ai bien débuté le premier combat, je suis vraiment fier de moi. Et je ne m'attendais pas à arriver au second tour, je rends grâce. Et vraiment, c'est le judo, il faut un gagnant et un perdant. Là, je vais m'améliorer pour les prochaines fois. Celtus Dosuyovo au micro de Farid Achache. En football, le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale à la première place de son groupe malgré sa défaite face à la Colombie 1-0. Dernière place en revanche et élimination pour l'Algérie qui termine sur un match nul face au Portugal 1-1. Même sort pour l'Afrique du Sud, elle aussi tenue en échec par l'Irak 1-1. Enfin en volleyball, 3e défaite des Camerounaises face aux Russes 3-0. Un journal des Jeux signé Éric Chorin. Avec notre invité ce matin, on parle de l'Afrique du Sud. Après les élections locales du début du mois, le parti au pouvoir, l'ANC, apparaît très affaibli. Il a enregistré un score historiquement bas, moins de 54% des voix. L'ANC a aussi perdu plusieurs villes importantes. Il n'est plus majoritaire dans la capitale, Pretoria, ni à Port-Elizabeth. En deuxième position à ce scrutin, l'Alliance démocratique, suivie des combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema. Pour parler de ces résultats, l'analyste Kwaku Kofi, professeur à l'université à Johannesburg, répond à Jean-Jacques Loarn. Monsieur Kwaku Kofi, bonjour. Bonjour. Diriez-vous que l'ANC est groggy, mais pas encore KO? L'ANC est pratiquement KO. Il faut dire que les résultats des élections municipales de cette semaine lui ont donné un coup très dur dans l'estomac. L'Afrique du Sud vit là des heures historiques, la fin programmée de la suprématie de l'ANC? Bien entendu, l'ANC est en train de vraiment de perdre la confiance des citoyens sud-africains en général, il faut le dire. L'ANC est en train de perdre vraiment son ancien poids qu'elle a eu depuis 1994. Alors cette déconfiture, la faute à qui? Jacob Zuma d'abord, la crise économique ensuite, qui touche notamment de plein fouet la classe moyenne? Je dirais d'abord par le manque de leadership. Bon, évidemment, ça commence par le président Jacob Zuma, mais aussi l'incapacité de l'ANC dans le gouvernement de gérer les défis auxquels l'Afrique du Sud fait face. Bon, les 3 défis les plus importants, il y a celui de la pauvreté, celui des inégalités, mais le plus important, le chômage, mais aussi la corruption. L'ANC, le parti de Nelson Mandela, peut-il lâcher le président Zuma? Il y a de très fortes chances que le président Zuma ne terminera pas vraiment son mandat qui va jusqu'à 2019. Est-ce que l'ANC peut attendre son prochain congrès en 2017? Normalement, l'ANC ne devrait pas attendre jusqu'en 2017 pour son congrès pour nommer un nouveau leader, mais l'évidence montre que les leaders qu'on a aujourd'hui qui dirigent l'ANC ont une vue très courte, donc ça leur prendra du temps pour se rendre compte que l'ANC doit se débarrasser de son leader, le président Jacob Zuma. Alors celui qu'on appelle volontiers le trublion, Julius Malema, a dit OK pour une alliance avec l'ANC, mais sans Jacob Zuma. C'est vraiment une ruse politique très importante de la part du leader des combattants de la liberté économique qui fait qu'il essaie de créer une nouvelle donne politique qui met la pression sur l'ANC pour se débarrasser du président Jacob Zuma. Et en fait, ce serait une bonne chose pour l'ANC. Mais n'est-ce pas, Kofi Kwaku, l'Alliance démocratique, la principale formation de l'opposition, qui va faire la pluie et le beau temps sur la politique sud-africaine dans les prochaines semaines? C'est vrai. Et en fait, l'Alliance démocratique avait comme le jeune leader Mmusi Maimane, 36 ans, un noir, qui a fait un travail superbe, qui a permis à l'Alliance démocratique de vraiment se positionner, surtout dans les grandes métropoles en Afrique du Sud, et qui ont montré que le vote urbain et des gens éduqués reste peut-être le plus important élément du futur
En fait, finalement, les résultats montrent qu'on a des chances de changer de gouvernement. On a des chances d'avoir des gouvernements d'alliance qui permettront de défier le pouvoir pratiquement absolu de l'ANC depuis 1994. C'est vrai que c'est pas facile de diriger dans des gouvernements d'alliance comme ça se voit en Europe ou dans les autres pays développés, mais en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'espoir. Kofi Kwaku, quelle coalition peut sortir des actuelles tractations ? La plupart des partis d'opposition veulent se débarrasser de l'ANC ou bien minoriser l'ANC. Donc, il y a de très fortes chances que l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique fassent une alliance avec d'autres petits partis politiques. Et ça, c'est encore plus sûr que avoir une alliance entre les combattants de la liberté économique et l'ANC. Les combattants de la liberté économique ne veulent pas avoir d'alliance avec l'ANC, ni par exemple l'Alliance démocratique. Donc, l'ANC est complètement isolée. Ça sera très difficile pour avoir une alliance ANC et d'autres partis. Ce qui émerge en ce moment, c'est les partis d'opposition qui veulent s'entendre pour gouverner avec une coalition simple. Kwaku Kofi, merci. Merci beaucoup. Il répondait à Jean-Jacques Louarn. La ville d'Alep en Syrie coupée du monde alors que les combats entre les forces fidèles au président Bachar al-Assad et les rebelles font rage. Plus de 2 millions de personnes n'ont plus accès à l'eau potable depuis plusieurs jours. La Russie, alliée du président syrien, annonce qu'elle va suspendre ses frappes aériennes durant 3 heures chaque jour pour permettre aux humanitaires de travailler. Insuffisant, répondent les Nations Unies. La réponse cette fois d'Hillary Clinton à Donald Trump qui a laissé entendre que la candidate démocrate à la prochaine présidentielle aux États-Unis pourrait nommer les prochain juge à la Cour suprême dans le but d'abolir le droit de posséder des armes. Hillary Clinton, en meeting dans l'Iowa, a estimé que son adversaire n'avait pas le caractère requis pour devenir président et commandant en chef du pays. Les incendies qui ravagent le Portugal, des feux de forêt impressionnants sur la partie continentale, mais aussi sur l'île de Madère, au lieu du tourisme. Au moins 3 personnes sont mortes et des centaines ont dû être évacuées. Des incendies impressionnants aussi dans le sud de la France, dans la région de Marseille. Pas de victimes, mais une vingtaine de maisons ont brûlé. À 6h52 à Paris, on retrouve Mathieu Auger pour la revue de presse Afrique. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, un duel électoral sous tension en Zambie. Oui, c'est ainsi que le site internet Sénégo titre son article consacré au scrutin présidentiel de ce jeudi. Dans un pays habituellement calme, la campagne se déroule cette fois dans un contexte explosif, note le site. La tension n'a jamais été aussi forte, renchérit le journal sud-africain Daily Maverick. Il y a tellement de choses en jeu, poursuit le journal qui évoque l'augmentation du coût de la vie, le chômage, les pénuries de carburant et les coupures de courant. Une économie en souffrance qui a fait monter la température, note le Mail and Guardian Afrique. Ce contexte économique morose pourrait profiter à Hakainde Hichilema, le routier de l'opposition, comme le surnomme Sénégo. Ce scrutin est la meilleure chance pour Hichilema après 4 tentatives, note le Daily Maverick. L'homme d'affaires pourrait, poursuit le journal, bénéficier du bilan catastrophique de son adversaire, le président sortant Edgar Lungu. Mais le scrutin s'annonce serré, prévient Sénégo, qui rappelle que lors du précédent duel entre les deux hommes en 2014, l'écart n'avait été que de 28 000 voix. Et cette élection se déroule dans un climat politique bien différent des précédentes. C'est le Mail and Guardian Africa qui le rappelle. Le journal dresse la liste des incidents de campagne, la fermeture du seul journal indépendant de Zambie, la hausse de la violence, les controverses sur l'impression des bulletins de vote ou encore l'annulation des rassemblements de l'opposition pour un pays qui a toujours été l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Cela est inquiétant, note le journal. Le Mail and Guardian qui prédit d'ores et déjà des résultats contestés. La question, poursuit le site internet, est de savoir si cela se produira devant les tribunaux ou dans la rue. Le risque d'une période d'incertitude politique, en tout cas, est grand et cela pourrait avoir des incidences sur l'économie du pays, s'inquiète le journal. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer l'orientation future de la Zambie. Et dans la presse du continent également ce matin, Mathieu, le Mali et les affrontements de ces derniers jours à Kidal. Encore Kidal, titre le pays au Burkina, après les nouveaux combats entre les éléments du Gatia et ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad. Kidal, poursuit le journal Kidal, abonné au crépitement des armes et aux violations répétées et intempestives de toutes les trêves signées par le passé. L'installation des autorités intérimaires
intérimaire. L'une des clauses de l'accord d'Alger pour gérer collégialement la ville a duré le temps d'un feu de paille, regrette le quotidien burkinabé. Tous les acteurs du conflit, tous autant qu'ils parlent parlent de paix sans y croire, s'élève le journal qui conclut: ce n'est pas demain, la veille, que les combattants de la plateforme et ceux de la CMA seront disposés à fumer le calumet de la paix. Un point de vue qui n'est pas tout à fait celui de Maliweb. Est-ce enfin la libération de Kidal, s'interroge le site internet, évoquant une bataille décisive. Est-ce la fin d'une crapulerie organisée pour soumettre le Mali au diktat d'une poignée d'individus? Est-ce le début du retour de Kidal dans les girons de la République, se demande Maliweb, qui salue l'entrée dans Kidal des hommes du Gatia, une redoutable force militaire capable de mater la rébellion qui occupe Kidal, force qui peut aujourd'hui débarrasser la République de la meute de bandits qui siègent dans la ville, selon le site, qui a donc choisi son camp. Pour un compte-rendu plus factuel des derniers événements dans la région de Kidal, je vous invite à lire le long papier du site Malijet sur le sujet. Et puis le dialogue national en RDC dans la presse aussi ce jeudi. Edem Kodjo déterminé à faire son job, indique le site internet congolais 7/7. 7/7 qui revient sur la déclaration hier du facilitateur à l'issue de sa rencontre avec la conférence épiscopale nationale du Congo. Je n'ai pas l'intention de démissionner, a fait savoir Edem Kodjo, rapporte le site internet. Le journal La Prospérité, toujours au Congo, s'arrête lui aussi sur cette déclaration du facilitateur. Edem Kodjo affirme que dans la guéguerre que lui fait l'opposant Étienne Tshisekedi, qui le récuse, il a le soutien des partis politiques, de la société civile, ainsi que des ambassadeurs, note le journal La Prospérité, qui poursuit: même la conférence épiscopale ne partage pas les tergiversations d'Étienne Tshisekedi sur ce dialogue. Merci Mathieu Augy. Ça va. Le monde. Nous sommes désormais dans un monde où plus personne n'a de maison. Nous sommes tous réfugiés. Pascal Paradou. Un businessman aux allures de mafieux crée sa start-up pour gérer tous les migrants du monde. Avec ePasseur.com, l'auteur turc Sedef Eser fait preuve d'anticipation ou pas. Ça va le monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI. Tous les jours, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir un groupe, un titre, une musique. Aujourd'hui, RFI Talent vous propose d'écouter la Congolaise Gassanji, musique jazzy, chant en lingala. On écoute le titre Nalingiyo. liboso abengangai nazali nayo mpona sunga yo dinoliwa dinoliwa dinoliwa
Ego de Gassanji, extrait de l'album du même nom à retrouver sur www.rfi.fr/talent. Un nouveau journal tout de suite sur RFI.